20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Je profite de ce début d'émission pour répondre au mail de Sophie, habitant Toulouse, qui nous pose cette question. Allez-vous enfin aborder le débat chocolatine ou pain au chocolat? Bon, alors Sophie, il est vrai que dans cette émission, nous n'hésitons pas à nous pencher sur des sujets délicats. Pourtant, dans cette affaire, pain au chocolat ou chocolatine, est-ce notre rôle, à nous, médias, d'attiser les tensions? Allons peut-être jusqu'à diviser le pays en deux. Est-on forcément et de pain au chocolat et de chocolatine? Ne peut-on pas être de chocolatine, de pain au chocolat? Voilà, dans une rhétorique macronienne. En tout cas, le débat est ouvert. Je sens que toute la France entière bouillonne autour de ce débat. On espère que le Premier ministre réagira d'ailleurs prochainement. Nous, on va s'arrêter là de peur d'attiser la polémique. Et eux, ils n'ont pas encore pris parti sur ce sujet, bien qu'on ne sait pas encore. Et les informés de France Info reçoivent ce soir Erwan Ledan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du conseil scientifique de la Fondapol, professeur à Sciences Po. Également Mario Mourgue. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Mathieu. Du Figaro. Adrien Quatennens, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise de la première circonscription du Nord. Et Paul Quignot, bonsoir, de Libération. Bonsoir. Et ce soir, on parlera de la SNCF, puisque c'est veillée d'armes, également de ses emplois qui semblent revenir en France. On parlera de Mayotte, la colère qui ne faiblit pas. Mais juste avant, revenons sur l'ouverture d'un procès aujourd'hui très très médiatique, à savoir celui du groupe de Tarnac. Et oui, en 2008, ils étaient présentés comme de dangereux terroristes, je cite, d'ultra-gauche. 10 ans plus tard, 8 membres du groupe de Tarnac donc comparaissaient devant et comparaissent toujours devant le tribunal correctionnel de Paris, mais maintenant seulement pour des dégradations de lignes TGV et des manifestations violentes. On parle de fiasco judiciaire et d'emballement de la ministre de l'Intérieur de l'époque, Michèle Alliot-Marie. Paul Quignot, est-ce qu'on peut dire que c'est un procès politique qui s'est ouvert aujourd'hui ? Non, parce qu'il y a quand même eu vandalisme, un certain nombre de trains arrêtés et des gens mis dans la pagaille. Donc on peut parler de fiasco, oui. Ça c'est sûr, puisqu'on était parti sur une accusation de terrorisme. On sait que que ça soit du côté de la police et de la justice, voilà, il y a eu quand même des vrais impairs, des vraies fautes dans les procédures. Et qu'on est loin aujourd'hui de ce qu'on nous disait à l'époque. C'est un procès politique et judiciaire. C'est même plus large que ça, parce qu'on a quand même, y compris le journal dans lequel je travaille, on a tous fait des erreurs sur ce dossier. Donc voilà, un procès politique, non, je pense, je ne crois pas quand même. Adrien Quatennens, comment vous le voyez, vous? Certains parlent de scandale d'État à propos du groupe de Tarnac. C'est un journaliste d'ailleurs qui a écrit un livre dessus. Lui dit c'est un scandale d'État, il y a eu un emballement, on voulait absolument des coupables. On a été les chercher justement à Tarnac. À tout le moins, c'est un flop gigantesque, c'est clair. Rarement un cas judiciaire aura eu de tels loupés dans la procédure, entre les pressions sur témoins, les procès-verbaux dont on peut douter. Bon voilà, clairement c'est un flop. Et on voit bien comment ça aboutit et comment c'est jugé. Enfin, il y a eu de multiples erreurs, ça a duré beaucoup. Et oui, il y a eu aussi des incriminations sans objet, il faut bien le dire. Même s'il y a des faits, il y a eu un espèce d'emballement général autour de cette affaire qui ne le méritait pas. Marion Mourgue, aujourd'hui Julien Coupat, ce chef dont on disait, c'est devenu une sorte de symbole finalement dont on parle d'ultra-gauche. Il l'était au début, mais l'affaire, c'est en 2008. Donc c'est il y a 10 ans, oui. Avec une requalification en 2017. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est un symbole. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres pour ceux qui mènent des luttes. Mais c'est surtout le temps qui marque ces 10 ans pour arriver à dépatouiller l'affaire. Je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne, et moi la première. Ouais, c'est vrai, mais on se souvient juste à l'époque, c'est vrai, de cette ministre Michèle Alliot-Marie qui était en poste, et de la pression médiatique dont Paul Quignot parlait. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on suit depuis 10 ans et qui peut étonner d'ailleurs sur la longueur judiciaire aussi à Erwan Ledan. C'est vrai que là, on a eu rebondissement sur rebondissement pour finir aujourd'hui, je rappelle, sur donc dégradation de lignes TGV. Oui, c'est probablement pas la seule procédure judiciaire qui est très longue. Je crois que là, il y a un certain nombre de difficultés qui se sont accumulées. Moi, je pense, évidemment, donc là, il y a un travail à faire sur l'administration de la justice, mais je trouve quand même
au final assez rassurant qu'on voit qu'on est quand même dans un état de droit où la presse, la justice, la police elles-mêmes se remettent en cause pour voir arriver à une procédure judiciaire qui peut être suivie par tout le monde et qui pour le coup, si l'instruction probablement était imparfaite, le jugement, visiblement, entre la partie jugement avec les juges est totalement indépendante et je pense qu'on a relativement confiance dans le fonctionnement de cette partie-là de la justice. Donc c'est effectivement révélateur à la fois de dysfonctionnement et puis aussi ce qui va bien dans le système judiciaire français. Je suis d'accord, même si l'affaire était très compliquée et qu'il y a eu des dysfonctionnements, le résultat à l'arrivée est plutôt rassurant, je suis d'accord avec vous, et je pense que du coup le procès aussi, moi je fais confiance à la justice pour que le procès ne soit pas un procès politique. Et d'une certaine manière, ça va peut-être être même plus le procès des dysfonctionnements de la justice que le procès de Julien Coupat et de ce qui s'est vraiment passé. Donc voilà, je fais assez confiance à la justice pour éviter le procès politique, en tout cas, je l'espère. Oui. Adrien Quatennens, on dit aussi, certains, aujourd'hui les accusés disent en fait finalement c'est notre idéologie qu'on juge. Est-ce que c'est ça finalement? Est-ce que c'est leur démarche? C'est un risque, c'est ce qui a été dit. Moi je pense qu'il faut faire attention à ce que le procès ne reproduise pas les travers de la procédure qui aboutit à ce procès. Après, voilà, l'idéologie, elle se discute comme toute idéologie. Et puis après, il y a la manière aussi. Certains, effectivement, choisissent des méthodes d'action que, par exemple, moi, je ne choisis pas. Moi, je pense qu'on peut prôner une forme de révolution. Et moi, la révolution que j'appelle de mes voeux, elle est citoyenne. Elle se fait par le fait de convaincre, par l'argumentation. Et on règle les problèmes par quelque chose de tout à fait serein qui s'appelle la démocratie. Voilà. Mais en tout cas, oui, il faut que le procès soit exemplaire. Et c'est clair que la procédure n'a pas été du tout. Allez, de toute façon, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler, puisque ce procès se tiendra jusqu'au 30 mars. Dans un instant, on va parler d'économie, puisqu'il y aurait une reprise de l'emploi en France. C'est l'INSEE qui l'a annoncé ce matin. Et puis, bien sûr, on va parler de ces ordonnances. Et oui, les nouvelles, la saison 2 des ordonnances, ça arrive demain et ça ne concerne plus du tout le Code du travail, mais la SNCF. Je pense que vous en avez déjà un peu entendu parler. Voilà, c'est juste mon petit doigt qui me dit ça. Allez, on en parle dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme. Emmanuel Macron condamne l'attaque inacceptable commise contre l'agent double russe Sergueï Skripal et sa fille à Londres. Le chef de l'État a téléphoné dès hier soir à la Première ministre Theresa May. Pour la Maison-Blanche, la Russie doit donner une réponse sans ambiguïté. Il n'a suffi que d'un simple tweet et Donald Trump a donc limogé son chef de la diplomatie Rex Tillerson. Et Tillerson a donné cette fin d'après-midi une conférence de presse plutôt en forme de bilan. La pression, dit-il, sur la Corée du Nord a porté ses fruits au-delà de nos attentes. 5 personnes interpellées aujourd'hui près de Grenoble dans le cadre d'une opération antiterroriste. 4 hommes et une femme suspectés d'appartenir à une filière djihadiste. L'enquête doit préciser les liens que ces suspects pourraient avoir avec des individus partis sur zone irako-syrienne ainsi que le soutien financier qu'ils ont pu leur apporter. L'intersyndicale d'Air France rejette les propositions de la direction et maintient l'appel à la grève pour le 23 mars. La compagnie aérienne veut bien négocier mais demande aussi la levée du préavis. Air France prête un rattrapage de pouvoir d'achat entre 2011 et 2017, mais pas question en revanche d'accorder 6% d'augmentation. Et puis déjà 12 médailles pour la France aux Jeux paralympiques. Les athlètes égalent déjà le record de Sochi il y a 4 ans. De l'or la nuit dernière pour le biathlète Benjamin Davier et 2 médailles d'argent, Arthur Bauchet et Frédéric François dans 2 épreuves de combiné. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, veillée d'armes donc pour les cheminots qui font déjà provision de sandwich triangle, de tucs et de mini saucissons, puisque ça c'est les joies gastronomiques du wagon-bar, puisque c'est demain en Conseil des ministres que seront présentées les ordonnances censées lancer la réforme de la société ferroviaire. Jeudi, Guillaume Pépi se chargera de la feuille de route dans l'immédiat. Alors le texte devrait rester, alors c'est assez étonnant, c'est ton gouvernement assez vague. Voilà, il s'agit notamment de, je cite, lister les thèmes des réformes, notamment la transcription dans la loi française des textes européens qui prévoient l'ouverture à la concurrence, la transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics et la suppression du statut de cheminot pour les nouvelles recrues. Ce soir, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, était reçu à Matignon par Édouard Philippe pour proposer justement une contre-réforme. Ça vient d'arriver. On va écouter Philippe Martinez, vous allez l'entendre, qui est assez critique à l'égard d'Édouard Philippe. On l'écoute. Il considère qu'il n'a pas à changer sa méthode, c'est-à-dire qu'on discute d'un côté
mais on avance de l'autre. On ne peut que regretter cette méthode. Sortant, l'état d'esprit que nous avons, c'est que face à un gouvernement qui ne veut pas écouter, je ne vois pas comment on pourrait échapper à une mobilisation. Celle du 22, vous allez avoir, elle sera exceptionnelle, mais derrière, à ce que les cheminots réagissent en fonction de ce que fait le gouvernement. Et pour l'instant, il n'est pas dans la bonne route. Je pense que s'il y a un conflit, elle sera portée totalement, ce sera de la responsabilité totale du gouvernement par son refus de revoir ses positions. Voilà, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT ce soir à la sortie de Matignon. Erwan Lenormand, c'est la responsabilité du gouvernement? Alors, s'il y a des grèves le 22? Je pense que je serais un peu plus partagé, évidemment, mais je pense qu'il y a effectivement une part de responsabilité du gouvernement, parce que la méthode de réforme Macron commence à rencontrer un peu plus de résistance que depuis le début de l'élection. Et sa méthode, effectivement, on la connaît maintenant. On a un rapport indépendant qui reprend des propositions généralement bien connues du débat public, que le gouvernement reprend et il avance effectivement généralement assez vite en disant à ses partenaires, on fait des négociations, qu'est-ce que tu lâches? Moi je bouge pas. Et donc évidemment ça passait bien tant que au début du quinquennat, là on voit que depuis quelques temps ça se passe un peu moins bien. Bon, après il faut quand même rappeler que la situation de la SNCF, le gouvernement en hérite. Et les difficultés de la SNCF et le fait qu'il faille libéraliser le marché ferroviaire. C'est pas une décision du gouvernement, c'est une décision que les gouvernements précédents, les majorités précédentes ont acceptée dans le cadre de la construction communautaire. Et donc le gouvernement aujourd'hui, il a aussi une part de non-choix. Il faut mettre en œuvre cette réforme et pour que la SNCF soit préparée à la réforme, il faut changer un certain nombre de choses dans ce fonctionnement. Adrien Quatennens, vous attendiez justement quelque chose de ce rendez-vous de Philippe Martinez ce soir avec Édouard Philippe? Bien sûr. Je pense qu'il faut maintenant aller vers la mobilisation du 22. Elle va être un moment important. Il y a plusieurs choses. D'abord, ce qui a été dit, la méthode. Déjà au moment de la séquence des ordonnances, vous vous en souvenez, les partenaires sociaux, et je vais citer volontairement un autre syndicat que celui que représente M. Martinez, c'était la CFE-CGC, le syndicat des cadres, qui sortait des discussions en disant effectivement on est poliment reçu, cordialement écouté, mais vraisemblablement pas entendu. Et ça, c'est clair qu'on l'observe. Et de la même manière, j'ai envie de dire, avec l'Assemblée nationale et le Parlement, vous avez vu la réforme qui est en cours, dont on discute, qui veut museler encore plus l'opposition en faisant en sorte qu'on puisse moins déposer d'amendements, mais quand bien même, les ordonnances ont quelque chose, même si c'est une disposition constitutionnelle, elles ont quelque chose d'autoritaire. Mais je veux m'arrêter sur le fond de l'affaire. Effectivement, rien n'est sorti du chapeau de ce gouvernement. On a une bande d'idéologues qui appliquent avec beaucoup de zèle les directives européennes sur le rail qui effectivement doivent aboutir à la concurrence libre et non faussée. Parce que c'est une idéologie. Et que vous soyez sur le secteur de l'énergie, des télécoms ou du rail, ou que vous vendiez des bananes, il faut appliquer la concurrence libre et non faussée à tous les secteurs. Sauf qu'en réalité, on voit que ça ne fonctionne pas. L'intention affichée par le gouvernement, c'est d'améliorer le service. En réalité, je peux vous le dire, ça ne s'améliorera pas. Quel est le rapport entre la dette de la SNCF, le statut des cheminots? Cette dette est une dette historique, qui date même d'avant la constitution de la SNCF, un héritage privé. Elle a été creusée notamment par le surinvestissement dans les lignes à grande vitesse, et le statut des cheminots a été fait pour attirer du personnel sur un travail qui est pénible. Donc en réalité, ça n'a absolument rien à voir. Édouard Philippe essaie juste de donner des gages aux acteurs privés qui demain vont se positionner et qui n'auront plus à s'embarrasser du statut. Donc alors, je le dis bien, et juste je veux insister sur une chose pour conclure, les cheminots ne se battent pas pour eux-mêmes. C'est ce que la petite musique veut vous faire croire. Mais il ne s'agit pas de la bataille des cheminots pour les cheminots. C'est une bataille d'intérêt général. Et si le gouvernement réussit son coup, il y a un effet de seuil de franchi. Donc il ne faut pas laisser faire, il faut se mobiliser. Marion Morgan. Ce qui est compliqué dans cette réforme de la SNCF, c'est que les ordonnances n'avaient pas été annoncées dans la campagne, alors que sur la réforme du Code du travail, c'était dans la campagne, c'était un des fils rouges. Donc et la réforme elle-même n'a pas été annoncée par ailleurs. Oui, de toute façon. Donc ça n'a pas été expliqué. Et en plus, il est certes utile et nécessaire de réformer la SNCF vu l'endettement, vous l'avez dit, mais il y a quand même une question d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que la SNCF, c'est pas que les lignes de TGV, c'est aussi plein de petites lignes qui desservent énormément de territoires, et à partir du moment où c'est pas débattu aussi par le Parlement, ça pose question sur la manière de faire de ce gouvernement qui quand même passe assez en force. Alors ce gouvernement, justement, est assez solidaire entre eux, parce que je voudrais vous faire écouter, c'est une parole justement sur ce sujet qu'on n'attendait peut-être pas au niveau économique, c'est ce matin sur France Inter, c'est celle de Nicolas Hulot, et voilà dans quels termes il a parlé de la réforme à venir de la SNCF. On l'écoute, Nicolas Hulot.
Je pense que c'est insupportable pour le quotidien des Français. Je prends quand même moi la SNCF et le train au moins 2, 3, 4 fois par semaine. Et force est de constater que la plupart du temps, voilà. Donc il y a un souci. Il y a en plus une dérive budgétaire qui est très importante. Vous connaissez le montant de la dette. On remet tout ça à plat. Je pense qu'à l'inverse, si on n'abordait pas ce sujet, et si on le faisait pas rapidement, on nous le reprocherait. Alors, crions pas avant d'avoir mal. Est-ce que c'est normal que le transport par voie ferrée en France coûte 30% plus cher que dans d'autres pays? On peut se poser la question. C'est étonnant, même vous, Édouard Philippe, on l'entend pas, mais même vous me parlez de la dette, vous me parlez des dysfonctionnements des trains, vous ne parlez pas de l'écologie. C'est étonnant. Non. Attendez, je parle pas de l'écologie. Le train est un... C'est marrant de ne pas utiliser implicitement. Si j'ai envie que la SNCF, très implicite, là. Implicitement, si j'ai envie que la SNCF fonctionne mieux, c'est pour inciter les gens à l'utiliser le plus souvent. Voilà, Nicolas Hulot, ce matin, sur France Inter avec Léa Salamé, rapidement, Adrien Quatennens, parce que je voudrais qu'on écoute Paul Quignot. De sa part, parce que regardons ce qui a été fait. Au Royaume-Uni, par exemple, cette privatisation, cette ouverture à la concurrence a eu lieu. C'est jusqu'à près de plus de 30% des prix des billets. C'est 14% du billet des ménages qui est consacré à leur déplacement. Et puis, Léa Salamé a eu raison d'interpeller. Moi, à cette heure, plutôt que d'aller vers la libéralisation du rail, je pense que je serais plutôt occupé, avec la France Insoumise, à organiser les conditions de faire en sorte que les marchandises, par exemple, soit sur des rails, plutôt que de traverser la route comme c'est le cas. Savez-vous juste qu'un train permet à lui seul de porter le chargement de 55 camions de 32 tonnes. N'a-t-on pas plus intelligent à faire que de libéraliser le rail? Paul Quignot. Il y a des pays où la libéralisation a été profitable, y compris en termes de prix. Par exemple. Je pense notamment à la Suède. En Grande-Bretagne, c'est vrai que ça a été une catastrophe et que les trains marchent mal et sont très chers. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais la séquence va être intéressante parce que je pense que les cheminots sont chauds bouillants. Nous, on a été en reportage dans plusieurs endroits, notamment à Rennes et Marseille, et on raconte ça dans Libération de demain. Et on sent qu'effectivement, ils sont pas contents. Et c'est évidemment la question du statut qui est en cause, plus que la question des petites lignes qui est importante. Mais pour les cheminots, ce qui va mobiliser là le 22 et éventuellement après, c'est évidemment la question des cheminots. Et avec quelque chose d'assez injuste, parce que pour le coup, là encore, je suis d'accord avec vous, c'est pas le statut des cheminots qui est à l'origine de la dette de la SNCF. Et ce qu'on a nous ressenti là quand on est allé les voir, c'est que ils ont un sentiment assez injuste de penser que en fait les Français ont l'image des cheminots d'il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, alors que des choses ont été faites quand même. Sur la retraite, par exemple, je pense que les gens ont en tête que les cheminots partent à la retraite à 50 ans, ça n'est plus vrai. Et on parle de gens qui gagnent 1200 €, 1300 €, c'est pas non plus des fortunes. Donc il y a un petit côté injuste. Après, ce qui va être compliqué, c'est que le gouvernement, il a l'opinion publique avec lui. Et donc va y avoir, on l'a vu en assez effet sur traditionnel, un match entre le gouvernement qui a l'opinion publique avec lui et les cheminots qui vont être remontés. Et il y a un petit paradoxe aussi, une petite difficulté qui peut se pointer pour les cheminots, c'est qu'ils sont en colère, mais ils sont aussi un petit peu fatalistes face à un gouvernement dont ils savent qu'il veut agir et qu'il agira. Alors, ça va être compliqué. On va continuer à en parler. Dans un instant, l'info à 20h20, Stéphane Milhomme. Une première journée d'audience au tribunal de Paris pour le procès du groupe de Tarnac. Mais demain, le tribunal se déplacera en Seine-et-Marne sur les lieux du sabotage SNCF en 2008. 8 militants libertaires comparaissent notamment après la dégradation de cette ligne SNCF. Ils sont tous poursuivis pour associer. Informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info. Demain, le gouvernement dévoilera les ordonnances concernant la SNCF. Je ne sais pas combien de mes confrères vont faire un titre. Le gouvernement va à un train d'enfer, peut-être. Mais en tout cas, c'est à miser dès ce soir. Erwan Le Nohan, quand tout à l'heure, Adrien Quatennens disait, voilà, aujourd'hui, c'est sur l'Europe. Aujourd'hui, le gouvernement doit accepter. Est-ce qu'il a le choix, d'ailleurs, ce gouvernement? Alors, il a modérément le choix. D'abord, ce sont les engagements de la France qu'il n'a pas pris lui, qu'il hérite des précédents gouvernements. Et c'est pour le coup, et là je serais d'accord avec monsieur le député, c'est la ligne de la Commission européenne. La construction européenne est fondée, mais premièrement, c'est d'abord une construction économique qui vise à réaliser un grand marché. En 1950, c'est ça qu'on crée, avant de faire une communauté politique dans les années 80. Donc c'est la logique de la commission de la construction européenne, pas uniquement de Bruxelles. C'est tout le monde s'est réuni, les 6 premiers sont réunis pour dire nous on va faire un grand marché où les produits pourront circuler librement. Est-ce que la libéralisation du transport ferroviaire est contraire ou en contradiction avec le transport de fret plutôt que par camion? Pas du tout. C'est juste la seule chose, ou avec un transport de meilleure qualité, la seule chose que pose comme principe la libéralisation, c'est pas du tout une privatisation, c'est de dire demain,
le transport, on parlait de transport de produits, de marchandises, demain ça peut être la SNCF, mais ça pourrait être la Deutsche Bahn, ça pourrait être une autre compagnie. Qu'importe, l'important c'est que ce soit fait de manière efficace. Et donc la question, il n'y a pas du tout pour le coup, il y a un discours libéral en économie, mais il n'y a pas du tout d'idéologie pour savoir qui doit le faire. Si la SNCF est celle qui le fera le mieux, la Commission européenne elle sera ravie. Oui, Adrien Quatennens. Je voulais juste redire une chose sur la dette, parce que c'est vrai qu'on nous parle beaucoup, on nous assomme beaucoup avec cette dette. Vous voyez, juste un exemple d'une ligne récente, la ligne Bordeaux-Tours. Pour montrer aussi à quel point on creuse parfois la dette. Cette ligne, c'est un partenariat avec une filiale de Vinci qui s'appelle l'ISEA. La ligne a coûté, grosso modo, je crois, c'est 7,5 milliards d'investissements nécessaires. L'ISEA a contribué à 2,4 milliards d'investissements. Voilà, vous parlez de la LGV, Paris-Bordeaux, le reste, c'est la puissance publique. Donc, c'est une ligne qui nous a coûté cher, qui a coûté cher aux contribuables. Et en réalité, pendant les 44 prochaines années, c'est cette filiale privée qui va bénéficier intégralement des péages. Structurellement, ça représente 250 millions d'euros de déficit à la SNCF chaque année. Donc vous voyez qu'on a une ligne là par exemple qui est en déficit structurel. Donc c'est aussi un argument d'autorité la dette, vous savez, pour faire en sorte qu'on regarde nos chaussures et qu'on voit pas qu'il y a en réalité des marges de manœuvre. Moi je le dis, on a juste effectivement l'application zélée des directives européennes et en plus on a des démonstrations dans plein de pays d'Europe et c'est le cas au Royaume-Uni par exemple que ça ne fonctionne pas mieux. Oui, donc, mais il y a même pas le Royaume-Uni, mais il y en a d'autres aussi. Et par ailleurs, quand on parle du statut des cheminots, c'est vraiment là. Alors, on a été au bout quand on a vu ce gouvernement courir les plateaux télé pour dire les cheminots sont des privilégiés. Si vous voulez, quand on a parlé notamment de l'ISF, on ne nous autorisait pas à parler de privilèges. Quand on voit Monsieur Darmanin qui vient nous dire la SNCF ça coûte autant par Français par tête de pipe, il avait dit 340. L'évasion fiscale par exemple c'est 1600 par an et par Français. Donc on a des arguments fallacieux. Erwan Menant, vous voulez juste répondre sur ce que disait sur la dette, Adrien Quatennens. Oui, non, mais à nouveau, je redis, le sujet de la Commission européenne n'est pas de savoir si l'entreprise est publique ou privée. Son seul sujet, c'est que ça soit fait de manière efficace. Et dans ce contexte, elle s'en fiche que ce soit la SNCF ou un autre. Et ça, je crois que ça n'est pas une question de comportement zélé du gouvernement. C'est une question d'engagement et de construction communautaire. Marion Mourgue. Je voulais juste répondre à Paul Quignot. L'opinion publique est certes derrière le gouvernement pour ce texte, parce que les cheminots n'ont pas une très bonne image, ni la SNCF où il y a une accumulation de retard, mais les parlementaires ne sont pas tous derrière le gouvernement, et justement pour ce problème des petites lignes, mais pas uniquement, et qu'à partir du moment où les parlementaires vont aussi communiquer sur le terrain sur ce texte, il peut y avoir un blocage, alors même s'il y a la méthode des ordonnances qui est choisie. Paul Quignot. Juste, je voulais aussi rajouter qu'on s'est amusé dans Libération à faire, je dis ça par rapport à ce qui a été dit sur la concurrence, la SNCF n'a pas forcément à rougir de la concurrence, et elle n'a pas forcément à en avoir peur. On a, nous, fait un banc d'essai entre la SNCF et la Deutsche Bahn. La SNCF en sort vainqueur, c'est-à-dire qu'on a croisé 10 critères qui vont du prix du billet à un gros nombre de salariés par voyageurs transportés. Et sur ces 10 critères, la SNCF sort en tête. Donc voilà, je dis pas que tout va bien, il y a eu des retards, on connaît les crises qu'il y a eu dans l'année qui vient de se dérouler, mais la SNCF n'est pas non plus une catastrophe intégrale. Juste une chose, rapidement, Adrien Quatennens, sur les ordonnances, il y a juste une chose, j'aurais juste être clair dessus, je vois que vous êtes contre. Est-ce que ça voulait dire qu'il faut totalement supprimer les ordonnances? Par exemple, quand François Mitterrand et Pierre Moral les font en 1982 pour les congés payés, pour la semaine de 39 heures, ça veut dire que là aussi, c'est pas bien les ordonnances? Non, mais c'est une disposition constitutionnelle. J'ai commencé par vous le dire. Il vous aura pas échappé par ailleurs que pour ma part, je défends l'idée d'une 6e République, c'est-à-dire qu'on refonde ces institutions et que par ailleurs, comme y compris d'élection en élection, la démocratie est marquée par la grève civique et des gens qui ne consentent plus à la règle du jeu, l'idée de la constituante, c'est permettre de la refonder ensemble. Des mauvaises ordonnances. C'est surtout que je pense que de toute façon, avec les dispositifs que permet cette constitution, l'idée de monarchie présidentielle qui concentre beaucoup de pouvoir sur un seul homme, c'est exacerbé. Et Emmanuel Macron l'utilise à plein régime. C'est une nouvelle preuve, s'il en fallait une, que ces institutions sont à changer. Allez, dans un instant, on va continuer à parler d'économie avec un retour de l'emploi. Apparemment, ça n'arrête plus en ce moment dans tous les secteurs, sauf les services publics. Et on parlera également de la situation à Mayotte. Voilà la suite du programme des informés de France Info. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont un petit peu les forces rouges, jaunes, vertes et bleues de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Erwan Lenohan, membre du conseil scientifique de la Fondapol et professeur à Sciences Po, Marion Mourgue du Figaro, Adrien Quatennens, député de la France Insoumise de la première circonscription du Nord, et Paul Quignot de Libération. On s'est inquiété, mais tellement inquiété. On était dans une spirale négative, on n'allait jamais s'en sortir, tout était fichu. Et puis ce matin, il y a eu l'annonce de l'INSEE. Alors c'est sûr que le nom Institut de la statistique et des études économiques, c'est pas le plus excitant quand on se réveille le matin. Mais aujourd'hui, tout de même, il a annoncé une bonne nouvelle, à savoir la création de 268 800 emplois salariés l'an dernier en France, du jamais vu depuis 2007. Il paraît d'ailleurs que dans les bureaux de Bercy, on a entendu un petit houhou comme ça. L'industrie, la construction, les services marchands sont les grands gagnants, et les perdants, ou plutôt la perdante, c'est la fonction publique. 8 900 postes ont ainsi disparu. L'INSEE pointe du doigt la baisse du nombre de contrats aidés. Alors y aurait-il une France qui avance et une autre qui reste à quai? Marion Mourgue, est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron peut s'approprier finalement ces chiffres, vu que c'est sur un an? Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un élément de confiance en économie, donc le fait qu'il ait installé une bonne image de la France à l'international, mais aussi au début de son quinquennat, ça rassure. Ensuite, vous l'avez dit, c'est sur un an, donc il y a aussi des bénéfices d'autres politiques qui n'ont pas forcément été menées par Emmanuel Macron. Ça veut dire la politique de François Hollande? Parce que souvent ces lieutenants maintenant ressortent quand on sort. La politique du CICE, oui, ça a apporté ses fruits pour les entreprises. Après, pas forcément toutes les mesures, mais celle-ci, oui. Erwan Lenohan. Et puis il y a le contexte international qui est quand même plus porteur qu'il n'était il y a quelques années. Donc évidemment, le gouvernement a beau jeu de récupérer les résultats. Parce qu'il n'y a pas que l'emploi, la croissance, le chômage a un peu baissé. Donc il y a des résultats qui sont des signaux faibles positifs, faut pas non plus exagérer. On n'est pas entré dans le plein emploi avec une croissance forte et une dette qui a disparu. Tous les problèmes structurels de la France sont toujours là. Mais effectivement, Paul Quignot. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je dis pas l'inverse. Je dis juste qu'il faut pas exagérer l'ampleur du bon résultat. Mais effectivement, il peut s'attribuer. On est quand même dans une situation qui a jamais été aussi bonne depuis 10 ans. Donc c'est quand même pas rien. Donc c'est surtout moi la question que je préfère me poser, de savoir si c'est une bonne nouvelle pour Macron ou si c'est plutôt grâce à Hollande, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les chômeurs et que on est à, je crois, à moins de 9% aujourd'hui, ce qui n'est pas arrivé depuis 10 ans. Réjouissons-nous. Alors, Adrien Quatennens, ça y est, la France est sur de bons rails, alors? Écoutez, je vais avoir du mal à cotiser à l'ambiance joyeuse ce soir. Oui, non, je vais relativiser un peu. Bon, d'abord, effet Macron ou pas, bon, peut-être un effet Draghi, parce que les taux ont baissé, et donc un peu plus d'investissement. Peut-être un effet tourisme aussi, parce qu'on sait que l'année dernière a été bien meilleure que la précédente. Non, moi, en réalité, j'ai bien peur que la politique de Macron, au contraire, mette à mal cette reprise économique. Parce que, d'abord, on a une croissance qui est assez pauvre en emploi, il faut le dire. Et puis la croissance aussi, en tant que telle, il faut relativiser un peu, parce que vous savez que vous creusez un trou, vous le rebouchez, ça fait de la croissance. Un accident de voiture, ça fait de la croissance aussi. Mais en réalité, même au niveau du chômage, on l'avait dit au moment de la séquence des ordonnances, il y a une politique un peu fainéante à mon sens, qui plutôt que de relancer vraiment l'activité, pas n'importe quelle activité, une activité qui serait socialement utile, écologiquement soutenable, on a un gouvernement qui s'est attaqué au chômage de masse, en y substituant l'emploi précaire. Et donc on le voit dans le détail, on a un développement plutôt des contrats courts, de l'emploi précaire. De l'intérim, oui. Voilà, donc à un moment donné, y compris les statistiques du chômage, il faut les relativiser. Vous savez, il y a le fameux halo du chômage, les chômeurs qui n'apparaissent pas dans les statistiques. C'est à peu près 1,5 million de personnes, ça n'a jamais été aussi haut. On sait aussi qu'il y a 1,5 million de personnes qui sont en temps partiel subi, qui recherchent un temps plein. Donc moi je suis d'accord pour me réjouir, bien évidemment, chaque fois que le chômage baisse. Mais il faut voir la réalité derrière, c'est qu'il y a plus de précarité à l'heure où on se parle. 85% des embauches sont en contrat court. Est-ce que la situation s'améliore pour celles et ceux qui nous écoutent, sans même parler du pouvoir d'achat et tout le reste? Je ne pense pas. C'est ça, Erwan Lenohan. Est-ce que finalement on peut construire cette confiance sur, là on l'a vu, donc une forte hausse de l'intérim selon les chiffres de l'INSEE? Est-ce que c'est pas fragile, ça? La confiance, elle est d'autant plus fragile que les derniers chiffres, si je ne me trompe pas, de février sur la confiance des ménages étaient en chute, notamment sur les questions de pouvoir d'achat. Donc effectivement, c'est fragile et ça reste à construire. Le fait que ce soit les contrats intérimaires qui repartent qui augmentent le plus,
c'est assez classique quand ça repart et que la situation n'est pas encore complètement claire. C'est-à-dire que les entrepreneurs choisissent d'abord des emplois qui effectivement sont pas de longue durée, parce qu'ils disent bon voilà, j'ai un recrudescence d'activité, je vais faire appel à des gens qui peuvent m'aider pour cette recrudescence. Tant qu'elle n'est pas, je suis pas sûr qu'elle soit définitive, je prends un contrat court. Marion Moore, on voit quand même aujourd'hui que certains gagnent en effet, et puis il y a cette fonction publique toujours qui ne semble pas du tout finalement proche d'Emmanuel Macron. On le sait depuis le début, il y a quand même eu le rétablissement du jour de carence, on l'a vu sur d'autres sujets. Il y a un problème entre le président de la République et la fonction publique. Là, je ne sais pas si on peut parler de problème parce que les chiffres sont assez limités dans ce que ça représente. Moi, ce qui me frappe plus, c'est de coupler le chômage avec le pouvoir d'achat dans la préoccupation des Français. Et on voit qu'aujourd'hui, la préoccupation sur le pouvoir d'achat est en train de monter, quitte à reléguer un peu la question du chômage, et parce que cette question touche de plus en plus largement. Donc peut-être que Emmanuel Macron perdra aussi le bénéfice de la baisse du chômage de l'autre côté. Oui, Erwan, juste une précision, pardon. Effectivement, alors c'est de l'emploi public, pas nécessairement de la fonction publique. C'est pas des fonctionnaires qu'on a supprimés, c'est effectivement les emplois aidés, et on parle de 8900 emplois. C'est pas non plus massif. Oui, c'est Paul Quignot. Je trouve que les signes encourageants, il ne s'agit pas de dire que tout va bien et de chausser des lunettes roses, mais les signes encourageants, c'est que c'est dans l'industrie, notamment, et dans le bâtiment que ça repart. Donc je trouve que c'est plutôt bon signe. Sur le pouvoir d'achat, je pense qu'il y a une mesure qui a fait très mal à Emmanuel Macron, c'est celle sur la CSG. Et que la grogne sur la question du pouvoir d'achat me semble liée énormément à cette question-là. Mais justement, est-ce que cette grogne aujourd'hui, elle est palpable ou elle est un peu fantasmée aujourd'hui, véritablement autour d'Emmanuel Macron? Elle sera palpable le 22. Et quand vous parliez tout à l'heure de savoir s'il y avait un problème entre Emmanuel Macron et la fonction publique, oui, bien sûr qu'il y a un problème. Et on le verra, à mon avis, le 22. Et même le 15 avec les retraités qui descendent. Absolument, le 15 sur la CSG. Quitte à dire que les indicateurs sont au vert, allons-y. Du coup, pour celles et ceux qui nous entendent, c'est le moment de revendiquer des augmentations de salaire. C'est le moment, pourquoi pas, d'embaucher en CDI. Quitte à statuer sur l'emploi précaire et les contrats courts. Pourquoi pas, par exemple, parce que moi je suis pas commentateur, je vais faire des propositions aussi comme responsable politique. Par exemple, nous avions proposé que nous puissions limiter le recours aux contrats courts dans l'entreprise. Alors, pour les PME, 10%, pour les grosses entreprises, 5%, mais le limiter pour faire en sorte qu'on relance l'activité durablement, pas simplement mettre la petite rustine de l'emploi précaire sur le chômage de masse. Alors on va continuer à en parler. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, nous parlons des bons chiffres présentés par l'INSEE sur ce retour à l'emploi du jamais vu depuis 2007, notamment dans le secteur privé. Paul Quignot, vous vouliez répondre, je crois, à Oui, c'était juste parce que j'ai bien vu que tout à l'heure, quand je me disais que quand il y avait des bonnes nouvelles, c'était bien de se réjouir, que j'avais l'impression de déranger un peu. Du coup, je voulais juste dire à mon voisin que ces critiques sur la politique gouvernementale seraient plus audibles si, de temps en temps, quand il se passe des choses positives, vous pouviez le reconnaître. J'avais juste envie de vous titiller là-dessus. Je vous réponds sur ce point. Dites ça aux personnes de la majorité, parce que, voyez-vous, nous ne sommes pas une opposition de principe. Ça nous arrive bien souvent même, plus souvent que vous ne le pensez. Regardez bien ce qui se passe à l'Assemblée, d'être d'accord avec la majorité, de voter avec eux. En revanche, tout ce qui peut venir de chez nous, y compris des propositions de loi qui sont tout à fait consensuelles. Je pense récemment à ce qu'on a pu faire sur le burn-out, sur le droit à l'eau. Eh bien, il y a tir de barrage systématique. Donc, vous voyez, on est plutôt constructif. Et moi, vous voyez, je m'efforce depuis tout à l'heure, y compris dans notre discussion, chaque fois que je déconstruis quelque chose de ce que fait ce gouvernement, je le fais pas par principe, je le fais parce que j'ai un diagnostic à poser. Et derrière, vous voyez, je formule des propositions. Moi, je pense qu'on pourrait faire tout autre chose. Il y a de l'énergie disponible dans ce pays. Et Emmanuel Macron nous mène dans une impasse libérale. On pourrait faire d'autres choses avec cette énergie disponible. Par exemple, effectivement, la relance écologique de l'activité, une activité qui soit pérenne. Pas simplement se contenter de dire oui, c'est super, il y a un peu moins de chômage parce qu'il y a un développement des contrats précaires. Vous savez, tout à l'heure, vous avez dit c'est bien, ça va mieux. Moi, je pense toujours à celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que dans leur quotidien, ça va mieux? Non, cette présidentielle n'a rien réglé. Pour un certain nombre de gens qui ont retrouvé du boulot, oui, ça va mieux. Mais attendez, est-ce que vous pensez, par exemple, quand vous retrouvez du boulot et que ça dure pour quelques mois seulement, vous pouvez faire des projets? Est-ce que vous pensez, bon voilà, donc on peut pas se satisfaire de ça? Et je ne dis pas que tout est parfait. Mais soyez exigeants vous-même alors. On pourrait faire bien plus et bien mieux. Allons-y. Marion Moore, est-ce qu'il y a on le voit en ce moment, ces mesures mises en place par Emmanuel Macron, dont il nous a parlé, ce fameux premier de cordée, la mise en place d'un nouveau code du travail, tout ça, ça va prendre du temps. En attendant, on le voit. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'Emmanuel Macron peut être suivi sur des points. Vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple sur le statut de cheminot, les Français le soutiennent, Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pas pour ça que dans les sondages, il monte.
Donc ça veut dire que c'est des sujets comme ça, sur la CSG, qui sont plus prégnants finalement? Quand on sort de Paris et qu'on se balade un peu en France, on sent qu'il y a plusieurs thématiques qui sont en train de monter et qui se retournent contre le gouvernement, notamment la baisse de la CSG, Paul Quignot en a parlé, les 81 km/h. Enfin, il y a certaines mesures sur lesquelles ça cristallise et il y en a un certain nombre. Et donc, il y a une partie de la population qui est en train aussi de décrocher. Alors, ça arrive lentement dans les sondages, ce sera dans quelques mois qu'on va voir l'effet. C'est les retraités, c'est les classes populaires, les classes moyennes, et qui sont très vindicatives dans leur discours en disant il nous a bien eu Emmanuel Macron et finalement il est pire que les autres. Donc ça va commencer, c'est en train de prendre dans certains coins de France en effet. Non. Ouais, je rejoins exactement ce qui a été dit. Je crois qu'il y a l'augmentation de la CSG qui a causé beaucoup de tort au gouvernement. Il y a aussi, ils avaient eu un discours très offensif sur le fait que les Français allaient voir une augmentation de leur pouvoir d'achat grâce à et sur leur feuille de paye des chiffres très importants. On avait à écouter les déclarations, j'ai regardé à nouveau les déclarations du gouvernement au printemps avant l'été, ils étaient très offensifs sur le fait qu'il allait ça allait être une réforme très marquante. Bon, en réalité, en pratique, les salaires augmentent relativement peu, et je pense qu'il y a aussi une déception là qui joue par rapport au gouvernement, au discours qu'avait le gouvernement. Et progressivement, tout ce discours, je crois, et toutes ces déceptions installent un peu plus une image qui est peut-être fausse, mais en tout cas qui est là dans l'opinion, de l'idée d'un gouvernement, je ne crois pas un gouvernement des riches, mais un gouvernement d'élite, très parisien, qui se décroche d'une partie de la France rurale. C'est pour ça que je suis un peu surpris pour le coup que le président soit aussi absent sur le discours sur la fonction publique et le service public. Le fameux candidat, président des métropoles, contre rural. Paul Quignot, excusez-moi, Paul Quignot. De ce point de vue-là, il va faire un déplacement intéressant, je crois que c'est jeudi, où il va effectivement sur le... Mercredi et jeudi, demain et jeudi, sur l'apprentissage. Sur l'apprentissage, sur l'école, sur les fermetures de classes, mais en gros sur le milieu rural, parce que je pense qu'il a très conscience des dangers de ce décrochage de cette image en tout cas du président des villes, et donc grosso modo si on caricature du président des riches contre le président des campagnes et des gens qui ont le sentiment d'être relégués par rapport aux autres. Adrien Quatennens. Mais il n'y a pas de caricature quand on caractérise politiquement Emmanuel Macron de président des riches. Je veux dire, il y a une signe. Non, je ne crois pas. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je considère effectivement... Électoralement, c'est pas si clair que ça. Moi, je considère que ça mérite d'être clair. En tout cas, ça fait moins d'un an maintenant. On voit quelle est la signature de ce gouvernement. C'est quand même 9 milliards de redistribués aux plus riches sans contrepartie. Ça aussi le problème, c'est qu'on ne demande pas de contrepartie. On fait le pari que le capital qui est libéré va correctement s'allouer. On voit que ça ne se vérifie pas. Les Français ont vu récemment les chiffres exorbitants, notamment des super profits du CAC 40, 93 milliards. Alors attention, on nous a vendu le ruissellement, 93 milliards, sortez les parapluies, ça va ruisseler très fort. Mais en réalité, les Français ne le voient pas arriver. Sur le pouvoir d'achat, par exemple, on a eu ces études qui montrent que sur les projections, c'est visiblement les 5% les plus aisés qui vont... Attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui, mais laissez-moi terminer. Ça met du temps. Non, mais attendez, les 5% les plus aisés vont récupérer 42% du gain de pouvoir d'achat. Bizarrement, ça met toujours du temps pour effectivement les classes populaires. Par contre, pour les riches, ça ne met pas de temps tout de suite, 9 milliards directement. Il y a des gens pour qui, y compris dans ce gouvernement, quand on a supprimé l'ISF, c'est 62 000 euros qui tombent tout cuit comme ça. Et c'est les mêmes qu'on retrouve sur les plateaux de télé qui disent aux Français, soyez patients, l'argent ne tombe pas du ciel. Ça tombe toujours du ciel pour les uns, il faut toujours attendre pour les autres. Et c'est ça qui est un problème. Et c'est pour ça que les Français sont légitimes à se mobiliser et à réclamer leur dû finalement. Allez, de toute façon, on continuera bien sûr à en parler de ce sujet parce qu'il y a un endroit en France où on ne parle pas du tout de croissance actuellement, c'est à Mayotte. Non, c'est pas vraiment le sujet puisque le département le plus pauvre de France est toujours sous tension aujourd'hui malgré les annonces hier de la ministre des Outre-mer Annick Girardin pour lutter contre l'immigration clandestine et l'insécurité. Les manifestations et les barrages continuent, notamment dans le chef-lieu du département, Mamoudzou. Depuis le 20 février, Mayotte crie sa colère face à une violence grandissante, à une explosion de l'immigration comorienne et un sentiment d'abandon. En métropole, la situation dans le 101e département français devient politique et complexe pour le gouvernement. On va l'entendre avec le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Ce qui se passe aujourd'hui traduit un véritable abandon de la part du gouvernement. Traduit également une dérive des institutions de la République, du fonctionnement des institutions de la République sur ce territoire de France. Sur les conditions migratoires, Laurent Wauquiez l'a dit, nous avons l'exigence aujourd'hui d'arrêter avec les dérives du droit du sol à Mayotte. Allez, Éric Ciotti ce matin sur Public Sénat. Marion Mourgue, alors vous avez accompagné pour le Figaro Laurent Wauquiez là-bas. C'est quelque chose qu'il avait en tête
depuis le début de parler de droit du sol, de faire cette exception, comme il a dit lui-même, pour Mayotte concernant le droit du sol? Oui, et je pense que ça a été renforcé aussi avec ce qu'il a vu. C'est vrai que quand on arrive à Mayotte, c'est assez frappant de voir les maisons et les commerces qui sont barricadés. C'est-à-dire que les gens ont peur le soir, donc ça, il suffit d'y aller pour le voir, et il y a un certain nombre de blocages qui se multiplient avec impossibilité de passer d'un endroit à un autre dans l'île. Donc on voit que le dialogue est rompu et que la population se sent totalement abandonnée, et que le fait que le gouvernement ne soit pas venu tout de suite se disent mais pourquoi nous on est des citoyens de deuxième catégorie, qu'on n'a pas le droit à avoir un représentant du gouvernement. Annick Girardin avait dit qu'elle ne voulait pas en temps d'élection. Voilà, et aujourd'hui, on entend une association qui, eux, souhaiterait en effet davantage Gérard Collomb, voire Édouard Philippe venir aujourd'hui à Mayotte. Le fait que le gouvernement ait attendu avant de déplacer, maintenant les demandes sont de plus en plus fortes, et donc les Mahorais veulent voir soit Gérard Collomb, soit plutôt même le Premier ministre, voire le Président. Ouais. C'est ça. Allez, on va continuer à en parler. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, nous parlons de la situation à Mayotte qui n'est pas réglée et qui va prendre du temps. D'ailleurs, la ministre des Outre-mer est toujours sur place. Paul Quignon, on a entendu Éric Ciotti là à l'instant qui reprend finalement les propositions aussi de Laurent Wauquiez sur revenir sur le droit du sol à Mayotte. Et dimanche, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, lui parlait d'un statut particulier, mais pas de revenir sur le droit du sol. C'est-à-dire il voulait changer un petit peu de sémantique. Est-ce que finalement cette histoire est possible? C'est quand même un département français. Il y a un risque de ne pas être constitutionnel. Il y a un risque effectivement constitutionnel. Et la solution d'isoler l'hôpital dans une sorte de zone particulière pour appliquer pour remettre en question le droit du sol me paraît quand même une solution technique qui est pas à la hauteur de la situation. Après, où je trouve un petit peu ridicule Éric Ciotti, c'est que de faire semblant de croire que la situation là-bas est uniquement de la responsabilité du gouvernement actuel, c'est ridicule. Nicolas Sarkozy a été confronté au même type de problème, François Hollande aussi, donc effectivement c'est compliqué, et c'est une situation compliquée. La situation des Comores, le fait que des Comoriens viennent sur l'île de manière massive, puisque je crois qu'on parle de plus de 20 000 personnes, ce qui est 10% de la population locale. C'est un problème très complexe que dont aucun gouvernement ne s'est vraiment emparé depuis plus de 20 ans. C'est ça qui paraît fou quand même. Oui, Marion. Non, justement, d'où la colère des Mahorais, parce qu'à chaque gouvernement, il y a des promesses, mais il ne se passe rien. Et les Mahorais demandent eux-mêmes qu'il y ait un statut particulier, parce que justement il y a un afflux de Comoriens, et que la maternité, il y a quand même 10 000 naissances par an. Voilà, il y a plus de naissances en effet. Il y a une chose, c'est vrai, c'est ça qui est assez étonnant, André Quatennens, c'est en 2009, les Mahorais choisissent de devenir un département français, c'est ensuite par référendum, c'est acté en 2011, et on connaissait déjà ce problème, c'est-à-dire qu'on a laissé filer, on a laissé faire. Mais vous avez raison de dire que les Mahorais ont voulu et ont souhaité être un département français. Et d'ailleurs, on voit dans les manifestations, moi je l'observe, qu'ils chantent la Marseillaise. Donc il y a une volonté des Mahorais d'être considérés comme pleinement attachés à la République. J'entendais M. Griveaux dire ce week-end la République n'a pas quitté Mayotte. Mais en réalité, l'a-t-elle jamais vraiment été? Parce que quand en 2011, Mayotte est devenu un département français, on a tout de suite demandé aux Mahorais d'appliquer les devoirs, c'est-à-dire notamment sur la question fiscale, et les droits, eux, sont venus beaucoup plus tard. Enfin, on parle que de l'immigration, là. Parlons des causes de l'immigration, on peut en parler dans un instant, mais d'abord, les Mahorais se sont mobilisés, d'abord et avant tout, dès 2011, notamment pour la question de la vie chère, où il y a eu aussi des mobilisations pour que le droit social, le droit du travail en particulier, soit correctement appliqué là-bas. Donc on a une situation où en fait il y a une espèce de république à géométrie variable, mais là de quoi parle-t-on? Il y a d'abord un drame humain sans précédent. 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage est de 26%, près de 40% chez les jeunes. Le plus pauvre de France. 5 000 jeunes non scolarisés, 3 000 abandonnés. Ce n'est pas tenable. Alors moi je pose la question à ce gouvernement. Est-ce que un gouvernement qui ne peut pas régler le problème d'une île qui est française, de 250 000 habitants, peut-il s'occuper raisonnablement de la France? On a parlé ce matin, j'ai vu que ça fait débat, des fameux 5 milliards de cagnottes supplémentaires qu'aurait le gouvernement. Vous savez, l'association des maires de Mayotte
ils se sont retrouvés autour de la table et ils ont dit, nous, on a besoin d'un plan de rattrapage. Par exemple, pour que les services publics retrouvent leur place sur l'île. Ça coûte 1,8 milliard. Que fait ce gouvernement? Il ne répond uniquement que par le pli sécuritaire, en amenant quelques gendarmes sur place. C'est la demande aussi, la sécurité, c'est la demande. Bien évidemment, mais pourquoi? Mais la sécurité, c'est la demande. Mais attendez, figurez-vous que la sécurité, les problèmes de migration découlent de problèmes économiques. Parlons du co-développement avec les autres îles comoriennes, avec Madagascar. Il y a aussi les accords, il y a aussi les partenariats économiques qui ne sont pas égaux, qui expliquent l'immigration. Vous voyez, on voit toujours le petit bout de la lorgnette. L'immigration, c'est une conséquence de d'autres problèmes économiques qu'il faut traiter. Erwan Lenormand, on le voit en effet, quand il y a un problème, souvent même dans les départements d'outre-mer, on accuse souvent le gouvernement en place de réagir trop tard. On se souvient, il y a un an, c'était en Guyane, on avait dit, oh là là, le gouvernement, à l'époque, c'était donc de François Hollande, eh bien, agit trop tard. En fait, on agit toujours trop tard dans ces cas-là. Je n'ai pas l'expertise des interlocuteurs précédents, mais je crois que sur l'outre-mer, il est vrai que on est quand même dans des situations, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est des situations difficiles et structurellement difficiles. C'est vrai particulièrement de Mayotte, c'est vrai aussi d'autres territoires d'outre-mer, et je pense qu'effectivement, il y a un certain prisme qui fait que les élites parisiennes ne sont pas nécessairement très intéressées par ce qui se passe à Mayotte, ce qui se passe dans un certain nombre de départements d'outre-mer. Mais bien sûr, mais comme vous avez des gens qui ne sont pas intéressés par ce qui se passe au-delà du périphérique. Bon. Parce que je rappellerai pourquoi Annick Girardin a mis tant de temps, c'est soi-disant pour ne pas gêner un processus électoral. Donc c'est-à-dire qu'il y a des élus qui viennent. Je pense que mais il y a des élus qui viennent de là-bas. Il y a aussi là pour le coup un signe du fait que le gouvernement n'a pas perçu la colère locale et à quel point elle s'était enflammée plus soudainement parce qu'elle est comme je disais structurelle. Et effectivement, on comprend qu'aujourd'hui les Mahorais attendent une réponse régalienne à un problème qui est régalien. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'être passé ce soir. Merci Erwan Lenormand. La une du Figaro, Marion Bourg demain. On revient sur les relations entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Et la une de Libération, c'est la SNCF, la colère à grand train. Très bien. Voilà. À fond de train, pardon. À fond de train. En effet, il faut toujours respecter les titres et les jeux de mots de Libération. Allez, il est temps pour nous de retrouver Jean-François